Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado L'Astuce hebdo de cette semaine. Je veux parler cette semaine de fiscalité des investissements, donc fiscalité des placements. Donc, en fait, pourquoi je veux parler de fiscalité des placements? Évidemment, si vous êtes un conseiller qui travaille avec des clients plus aisés, bien évidemment, ces clients-là vont souvent avoir maximisé leur régime enregistré d'épargne retraite, vont avoir maximisé leur compte épargne libre d'impôt et vont être rendus à faire des placements de type non enregistré. Donc, les placements de type non enregistré, bien évidemment, sont soumis à la loi de l'impôt sur les revenus. Donc, contrairement au REER, le REER, quand je le retire, il est pleinement imposé comme un peu comme un revenu d'intérêt lors du retrait, par contre, mais quand je suis dans du non enregistré, ben là, c'est directement à chaque année, selon le genre de revenu que je reçois, que je peux payer mes impôts. Donc là-dessus, ce que je voulais amener, c'est quoi le genre de revenu que je peux recevoir lorsque j'ai des placements. Donc, si, exemple, je suis investi, on y va simple, on va direct dans le stock market avec des actions puis des obligations. Donc, supposons que j'achète des actions d'une banque canadienne, bien, la banque canadienne, qu'est-ce qu'elle va me donner comme revenu? Principalement, bien, pas principalement, uniquement du dividende. Donc, je vais recevoir des revenus de dividendes de source canadienne. Et là, c'est important de dire de source canadienne. Donc là, selon le dividende que je reçois, donc le dividende de source canadienne, il va y avoir une majoration, il va y avoir un crédit d'impôt qui va être appliqué là-dessus. Et finalement, le taux global d'imposition va être la différence entre les deux. Fait que le premier type de revenu que je peux savoir, c'est du dividende et ça, je l'ai quand je détiens des actions. Ensuite, ben, ça peut être du gain en capital. Donc, lorsque je vends mon action, ben là, je génère un gain en capital. Donc, si j'ai payé mon action 50 et je la vends 100 j'ai un gain en capital de 50 et là, au moment où on se parle, le taux d'inclusion il est de 50 il y a 50 qui s'en va sur ma déclaration fiscale et il y a 50 qui est offert en franchise d'impôt. Donc ça, le placement génère également le gain en capital. Ensuite, ben, je peux avoir les revenus d'intérêt. Donc le revenu d'intérêt va être généré principalement par des obligations. Donc l'obligation va générer du gain en capital ou des pertes en capital aussi, mais va me donner un coupon à chaque année, donc un revenu d'intérêt. Donc le revenu d'intérêt, lui, va être imposé à 100 donc il n'y a pas de majoration de crédit. C'est mon revenu pack pleinement sur mes revenus comme un revenu d'intérêt. Euh, le CPG va me générer du revenu d'intérêt également. Donc souvent, c'est toute la portion plus sécuritaire d'un portefeuille qui va venir générer des revenus d'intérêt. Alors, quand on est rendu dans faire de l'optimisation fiscale des portefeuilles, eh bien là, on se retrouve à OK, c'est quoi les placements que je veux à l'intérieur de mon portefeuille? Quel qui est le plus intéressant? Habituellement, un des plus intéressants demeure le gain en capital. Donc, je veux avoir le plus de gain en capital possible dans mes portefeuilles non enregistrés. Là, je dois faire attention. Des titres, par exemple, qui ne génèrent que du gain en capital, c'est souvent un titre croissant qui va garder tous les revenus pour lui, qui ne versera pas de dividendes. Donc, si j'ai une action, comme par exemple Tesla, qui ne distribue pas de dividendes, tout est réinvesti dans la compagnie pour générer le plus de gains possible sur l'action. Bien, ça, souvent, on dit c'est plus intéressant fiscalement, mais c'est qu'on ne partage pas les profits. Donc, évidemment, cette action-là est plus risquée qu'une banque. Une banque, à tous les ans, là, je dis une banque, ça peut être une compagnie comme Walmart, par exemple, qui donne des dividendes aussi. À chaque année, lorsque je donne un dividende, c'est que mon profit, au lieu de le réinvestir au complet, j'en donne une partie à mon actionnaire qui va tout de suite la mettre dans ses poches. Voilà, souvent, ils vont plutôt racheter des différents titres avec ça, mais tout ça étant dit, c'est que je reçois une partie de mon profit maintenant. Donc, si moi, je veux dire, mais moi, je veux que du gain en capital,
Ben là, c'est important, c'est de faire attention avec mon profil d'investisseur. Il ne faut pas que je surexpose mon client à du risque. Ça, c'est quand on est directement avec des fonds, ben pas des fonds, pardon, des actions ou des obligations en valeur mobilière. Lorsqu'on s'en va dans une structure de fonds, eh bien là, c'est différent. Si on prend un fonds qui est constitué en fiducie, par exemple, donc la majorité des fonds mutuels ou des fonds distincts à travers le Canada, donc ma fiducie, qui est, mettons, un triangle en termes géographie comptable, donc on a mon triangle. Et là, ben, la fiducie, qui est le fonds, va acheter des actions. Et là, les actions vont donner leurs dividendes, donner le revenu d'intérêt. Tout ça, ça va rentrer dans la fiducie. Et là, une fiducie, ben, ça ne veut pas payer des impôts parce que c'est au taux maximum. Donc, elle va distribuer à ses bénéficiaires, là, c'est la personne qui a acheté ces placements-là, tous les revenus via une distribution ou une attribution si on est en fonds distinct. Donc, supposons que je reçois du revenu d'intérêt, des dividendes, bref, j'ai des revenus, mais là, ma fiducie, quand elle fait ses déclarations fiscales, elle va appliquer des dépenses. Donc, il y a les dépenses de la fiducie à gérer. Donc, je parle frais de transaction, frais de conseil, tout le volet des frais de gestion est un peu là-dedans. Et là, on va diminuer ces frais-là. Et là, ce qui va rester va être attribué. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur d'une fiducie, lorsqu'on fait la déclaration fiscale, la compagnie de fonds ou peu importe qui, va être en mesure de déduire les revenus qu'ils veulent en premier. Ça, c'est intéressant parce que supposons que je reçois, entre les revenus que je reçois, du dividende provenant d'un pays étranger qui est taxable, qui fait mal au niveau des taxes, un dividende canadien ou des revenus d'intérêt. Quel qui est le pire? Ben, souvent, ça va être le dividende étranger qui va être le pire, le revenu d'intérêt en deuxième, puis le dividende canadien en troisième. Le gain en capital n'est pas vraiment considéré comme un revenu. Fait qu'on a ces trois types de revenus-là. Et là, moi, j'ai des dépenses. Et là, ben, ce que la compagnie va faire, c'est qu'elle va, premièrement, enlever les revenus étrangers. Deuxièmement, enlever le revenu d'intérêt. Puis finalement, il va rester le dividende canadien. Donc, supposons parfois, ce qui va arriver, c'est, mettons, vous avez un fonds d'obligation ou, mettons, un fonds diversifié. Puis là, dans mon fonds, mettons, je prends, excusez-moi, le fonds dividende mondial ou un fonds diversifié qui va avoir des revenus d'intérêt là-dedans, c'est sûr. Un fonds diversifié, ça a des obligations. Puis là, ben, je regarde mon attribution, mon relevé de distribution. Ah, il n'y a pas de revenu d'intérêt là-dedans. Comment ça? C'est impossible, là. C'est des obligations gouvernementales du Canada ou du Québec ou peu importe. S'ils payent leur intérêt, eux, c'est que dans la dépense de la fiducie, ben, on a été capable d'enlever tout le volet pas dividende, pardon, le volet dividende étrangère s'il n'avait, puis tout le volet intérêt. Fait que finalement, il me reste juste des distributions de dividendes canadiennes, par exemple. Donc, quand je vais avoir mon feuillet, la fiscalité va être moins pire à ce niveau-là. Fait que ça, c'est important à prendre en considération dans les fonds. Puis des fois, on cherche juste à comprendre, hey, je ne comprends pas qu'un fonds diversifié n'a pas de revenu d'intérêt. Ben, c'est un enjeu de déductibilité à travers la déclaration fiscale de la fiducie du fonds. Donc, vous voyez qu'il y a une complexité quand même au niveau de l'optimisation fiscale des placements. Et bien, à nous d'en faire mention puis d'optimiser ce volet-là, surtout pour des clients qui sont investis dans des non enregistrés. Parce que si je veux optimiser la fiscalité du CELI, bien évidemment, ça ne changera pas grand-chose parce qu'au final, je ne paierai pas d'impôt. Mais par contre, je peux quand même optimiser la situation globale. Supposons que mon client a du placement REER, du CELI puis du non enregistré où que j'aimerais scorer le plus fort. Je vais le mettre entre guillemets, scorer le plus fort. C'est où que je veux faire le plus de rendement. Ça risque d'être dans mon CELI que je veux faire le plus de rendement parce que là, je suis complètement tax-free. Donc, si mettons que j'ai un profil équilibré, 60% d'actions, 40% de revenus fixes, ben, j'aimerais probablement mieux que dans mon CELI, je sois à 100% actions, 0% de revenus fixes parce que bon, les actions ont toujours démontré à long terme qu'il y avait des rendements plus intéressants que le revenu fixe. Fait que c'est là que je veux mes actions. Dans mon nom enregistré, je vais peut-être préférer avoir des actions également parce que je vais générer du gain en capital puis du dividende. Fiscalement, c'est plus intéressant. Mais je dois quand même respecter mon profil d'investisseur. Mon revenu fixe, il faut que je le place quelque part. Bien, je vais essayer de le placer au maximum dans mon REER parce que mon REER, peu importe les revenus que je fais, c'est considéré comme, tu sais, quand je vais le retirer, je vais être considéré comme du revenu d'intérêt. Fait que mon REER, en fait, peu importe le genre de revenu que je fais, ça ne me dérange pas bien. Fait que mon revenu d'intérêt qui est le plus dommageable, point de fiscalité, je vais le mettre là-dedans. C'est mon revenu fixe. Fait qu'au global, si je recule d'un pas,
je vais respecter encore mon 60-40. Mais si je regarde dans chacun des comptes, mon REER il va sûrement être trop en revenu fixe. Mon CELI va être trop en action, puis mon non enregistré va être trop en action. Mais si je fais un step back, je regarde ça, mon portefeuille est probablement aussi risqué qu'il l'était juste avant. C'est juste que si je fais ça avec un client, il faut que je sois en mesure que mon client, quand je lui pose la question, c'est quoi votre niveau de connaissance au placement? Si c'est très faible, probablement que ça va être difficile à justifier, à y expliquer. Fait qu'il faut comprendre un peu l'explication, il faut qu'il la comprenne parce que si, exemple, l'année prochaine, son CELI a fait plus 4, mais son enregistré et son CELI ont fait plus 17, comment ça, tu l'as échappé? Il faut juste qu'on soit en mesure de comprendre la stratégie globale en faisant ça. Et moi, je pense qu'un conseiller ne peut pas faire cette stratégie-là s'il ne gère pas l'ensemble du portefeuille du client. Donc, si le client a un peu d'argent dans une autre institution financière ou avec un autre courtier, on va respecter le profil dans chaque compte parce que sinon, c'est moi qui vais avoir la responsabilité de ça, mais je ne sais même pas ce qui se passe dans les autres comptes. Si vous voulez en savoir plus sur la fiscalité des placements, directement sur le site de l'Astuce Formation, il y a une nouvelle formation qui est la fiscalité des placements où on rentre en détail sur la fiscalité du placement en non enregistré, évidemment. Et aussi, il y a un volet sur le volet des corporations. Parce que la corporation, au niveau des revenus d'intérêt, il y a d'autres données à prendre en considération, comme par exemple l'impôt en main remboursable au titre de dividende, ainsi que le compte de dividende en capital. Donc, cette formation-là est disponible au www.astuceformation avec un s.com. C'était le contenu du balado, l'astuce de cette semaine. Si vous avez aimé ça, je vous invite à aller aimer la page Facebook J'y ajouterai où on dépose les balados en visuel. Et si vous avez aimé également, puis vous l'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, je vous invite à aimer la chaîne. Donc là-dessus, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre balado hebdo.